Profondément enfouie sous le sol écossais repose l'une des plus imposantes pierres néolithiques jamais découvertes. Si elle avait été laissée en surface, elle aurait sans doute attiré davantage de visiteurs que Stonehenge. Pourtant, un événement étrange survint. Après l'avoir mise au jour, les archéologues décidèrent de ne pas l'exposer. Ils l'enterrèrent plutôt de nouveau, définitivement. Quoi qu'ils aient ressenti, quoi qu'ils aient vu, cela a suffi à renfermer la pierre dans la terre. Mais pourquoi donc ? Je veux dire, nous savons que les peuples néolithiques gravaient et dessinaient des avertissements ainsi que des informations capitales sur la pierre. C'est pourquoi la pierre de Cochno suscita une telle fascination lors de sa première découverte. Tout débuta avec le révérend James Harvey, un pasteur local, qui tomba sur cette gigantesque dalle dans les années 1880, près de Clydebank, aux abords de Glasgow, en Écosse. La pierre était un grès classique, semblable à ceux que l'on trouve à Stonehenge. Mais c'était un grès lisse, idéal pour servir de toile. Lorsque Harvey découvrit la roche, elle était ornée d'anneaux tourbillonnants, de rainures profondes et d'étranges cupules. Il dut immédiatement percevoir qu'il ne s'agissait pas d'un simple rocher. C'était un message datant de plusieurs millénaires. En réalité, il provenait directement de 3000 avant notre ère. Cochno signifie « petite coupe » en gaélique. Ceux qui la nommèrent décrivaient littéralement ce qu'ils observaient, des anneaux imbriqués les uns dans les autres. Ces gravures ont donné naissance à de nombreuses théories. Certains experts y voient les prémices d'un langage écrit, des codes abstraits antérieurs aux mots. D'autres estiment que la pierre constitue une carte céleste, permettant au peuple néolithique de suivre le soleil, la lune et les étoiles, à l'instar des pyramides de Gizeh, que certains considèrent étrangement alignées avec la constellation d'Orion. Les cupules et marques de la pierre de Cochno pourraient elles aussi s'aligner sur une constellation particulière. La théorie la plus étrange prétend que la pierre servait de portail. Un scientifique affirme que les autochtones pensaient que ces gravures indiquaient un lieu de renaissance. Un endroit où l'on s'enfoncerait dans la terre pour naître à nouveau, dans cette vie ou dans l'au-delà. Si c'était exact, cela expliquerait peut-être pourquoi ils la cachèrent, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Dans les années 30, un archéologue nommé Ludovic Mann entendit parler de la pierre et décida de s'y rendre. Cet homme eut une idée singulière. Il apporta de la peinture sur le site et en recouvrit les gravures. Pourtant, cette démarche insolite possédait un sens plus profond. Il cherchait littéralement à relier les points et à déterminer si la pierre pouvait servir de carte astronomique ancienne. Il pensait que ces gravures pourraient prédire les mouvements du soleil et de la lune, voire les éclipses. Certains affirment qu'en réalité, Mann commit un acte de vandalisme sur la dalle. Cela explique peut-être pourquoi, en 1965, les archéologues décidèrent de la réenterrer, ayant constaté des traces de graffiti et d'érosion climatique, jugeant qu'il valait mieux la préserver à l'abri sous la terre. La pierre de Cochno s'étend sur environ 13 mètres de long pour 7 mètres de large, soit presque la taille d'un autobus. Ce qui distingue cette dalle des autres roches, c'est la netteté et la complexité de ses gravures. De nombreux spécialistes la considèrent comme l'un des exemples les plus aboutis de cet art préhistorique sur l'ensemble du continent européen. Les motifs qu'elle porte se retrouvent également dans divers sites néolithiques à travers l'Europe, tels que la Grèce, la France, l'Espagne ou l'Italie, et même au-delà, en Australie, tous partageant des marques similaires en forme de cupules et d'anneaux. Pour préciser, ce type d'art préhistorique est également connu sous le nom de pétroglyphes. Les pétroglyphes sont des gravures réalisées par les hommes préhistoriques directement sur la surface des roches. Plutôt que d'utiliser de la peinture, ils ébréchaient, grattaient ou martelaient la pierre pour créer des images représentant animaux, symboles, spirales ou scènes de la vie quotidienne. Cependant, malgré toute l'attention portée, personne n'a jamais déchiffré le code de la pierre de Cochno. Pendant un temps, elle demeura tranquillement enfouie, jusqu'à ce qu'elle soit spectaculairement remise au jour en 2016. Je dis spectaculairement, car cette décision ébranla la communauté archéologique. Des chercheurs de l'université de Glasgow entreprirent alors de rouvrir le site pour étudier à nouveau la pierre. Mais cette fois, au lieu de l'exposer aux intempéries, ils recoururent à des drones et à un balayage tridimensionnel de haute technologie, capturant chaque sillon et chaque volute avec une précision époustouflante. L'équipe produisit une réplique numérique si fidèle qu'elle pouvait être étudiée sans jamais toucher l'original. Cette méthode novatrice permit d'espérer qu'un jour,
la pierre de Kokno révélerait enfin ses secrets, ou du moins qu'elle nous aiderait à comprendre ce que les hommes du néolithique jugeaient digne d'être gravé dans la pierre et dissimulé sous terre. Mais cette résurrection numérique eut un prix. La pierre réelle, vulnérable après des siècles passés sous terre, dut être à nouveau enfouie, préservée des mains trop curieuses et, convenons-en, des pieds malodorants du monde moderne. Aujourd'hui, la pierre de Kokno repose une fois encore sous le sol écossais, patiemment. Il convient de préciser que, bien que les chercheurs n'aient pas encore déchiffré les symboles de cette pierre, ils savent une chose avec certitude. L'art rupestre néolithique constituait une forme puissante de communication et de spiritualité pour les communautés anciennes. Ces gravures étaient soigneusement exécutées sur des rochers dispersés à travers collines, pâturages et près des sources d'eau. Elles servaient sans doute à des fins pratiques, comme indiquer des lieux importants ou guider les déplacements saisonniers. Mais leur portée dépassait largement cet usage. Pour les peuples néolithiques, ces pierres gravées revêtaient un caractère profondément spirituel, établissant un lien avec les ancêtres, les forces de la nature et les paysages sacrés. Ces roches possédaient une signification au sein d'une relation plus vaste entre l'homme et son environnement. Elles contribuaient à transformer le paysage en une carte vivante, à la fois de la vie quotidienne et des croyances spirituelles. C'est sans doute pourquoi de telles gravures se retrouvent aux quatre coins du monde. À propos de rochers mystérieux, il faut évoquer ces pierres ornées de pétroglyphes qui chantent réellement. Permettez-moi de vous présenter les pétroglyphes de Kubgal, situés dans le district de Bellary, au Karnataka, en Inde. Ce site néolithique, ou de l'âge de pierre, fut découvert à la fin du XIXe siècle, perdu, puis redécouvert au début du XXIe siècle. Ces pétroglyphes furent gravés sur la surface sombre de la dolérite. Contrairement au grès tendre et malléable, la dolérite est une roche volcanique dure et sombre, formée par le refroidissement du magma. Cet art rupestre fascinant se concentre essentiellement sur le bétail, notamment la variété à longues cornes et à bosses que l'on rencontre encore aujourd'hui dans la région. Il ne s'agit pas de simple gribouillage. Certains animaux sont représentés seuls, tandis que d'autres apparaissent dans des scènes d'affrontement, sont montés par des figures humanoïdes, ou entourés de personnes armées d'arcs et de flèches, peut-être pour illustrer la chasse ou la capture. Outre les bovins et les humains, on distingue quelques animaux comme les éléphants, tigres ou cerfs, ainsi que certains symboles abstraits comme des points, des échelles ou des empreintes. Il n'y a cependant aucune scène narrative étendue. Kubgal se distingue par sa richesse visuelle et son importance, et il chante véritablement. Parmi ses traits les plus singuliers figurent les fameux tam-tams de roche. Il s'agit de blocs dotés de dépressions naturelles en forme de cupules, qui résonnent comme des cloches lorsqu'ils sont frappés avec de plus petites pierres, appelées percuteurs. Plutôt que d'émettre un simple coup sourd, le rocher produit un véritable son mélodieux, tel le xylophone de la Terre. Ce phénomène réel se retrouve également dans d'autres régions du monde. Ces roches musicales émettent des sons métalliques résonnants, audibles sur plusieurs centaines de mètres. La plupart des roches, frappées, n'émettent aucun son car elles absorbent l'énergie. Certaines, en revanche, généralement les plus dures, présentent une densité et une élasticité suffisantes pour vibrer lorsqu'elles sont heurtées. Dans de nombreuses cultures anciennes, le son ne servait pas uniquement au divertissement. Pour beaucoup, il constituait un pont vers le divin. Ainsi, les chercheurs avancent que ces tam-tams de roche pouvaient être employés lors de cérémonies spirituelles et de rassemblements rituels. Il existe sur Terre un lieu qui semble tout droit sorti de dunes. D'immenses plateformes de pierre et d'argile se dressent au cœur d'un désert brûlant. Et pourtant, des êtres humains ont réussi à subsister dans un environnement aussi impitoyable. Mais à la différence du film, cette cité bien réelle du Pérou fut abandonnée il y a plus de 3 millénaires. Perdue dans l'oubli, jusqu'à aujourd'hui. Voici Pénico. Cette cité disparue se situe dans la province de Huaura, au nord de Lima. Après 8 années de fouilles et de travaux de préservation, une partie de ces mystères a enfin refait surface. Elle paraît lugubre et désertée aujourd'hui, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Les spécialistes pensent qu'elle fut jadis un centre d'échange animé pour les anciens Péruviens. En réalité, elle appartenait à la plus ancienne civilisation connue du continent américain, du moins pour autant que nous le sachions. Et non, il ne s'agissait ni des Mayas ni des Aztèques. Erreur répandue.
Il est ici question de la civilisation Caral-Sup. Cette civilisation existait il y a plus de 5 millénaires, un âge vertigineux. Pour situer cela, tandis que les Sumériens atteignaient leur apogée en Mésopotamie et que les Égyptiens commençaient tout juste à ériger les monuments de Gizeh, le peuple de Caral bâtissait déjà ses propres pyramides. Grâce à lui, le Pérou figure aujourd'hui parmi les 6 berceaux originels de la civilisation. Cependant, contrairement aux trésors exhumés d'Égypte ou de Mésopotamie, vous ne verrez pas d'objets de Caral dans les musées. Du moins, aucun vase orné de symboles mystérieux, car ils ignoraient l'écriture et la poterie. Ce qu'ils maîtrisaient, en revanche, c'était l'art de bâtir à grande échelle. Ils ont légué des merveilles architecturales, telles que des pyramides à degrés et d'immenses places circulaires creusées dans le sol, comme de vastes arènes à ciel ouvert, capables d'accueillir des centaines d'individus. Et ce n'est pas comme s'ils avaient seulement élevé une pyramide par-ci ou une place par-là. Non, comme on l'a dit, ils voyaient grand. À ce jour, les chercheurs ont identifié jusqu'à 30 grands centres de peuplement, dans ce que nous appelons aujourd'hui la région de Caral, sur la côte centrale du Pérou. Chacun pouvait être considéré comme une véritable cité, avec ses quartiers résidentiels, ses places multiples et ses temples cérémoniels. Leur édifice le plus imposant, la pyramide Mayor, atteint près de 30 mètres de haut, sa base couvrant une surface équivalente à 4 terrains de football. Une prouesse considérable qui n'a pu voir le jour qu'au prix d'une planification rigoureuse, d'une coordination efficace et du savoir-faire de nombreux artisans. Preuve d'une organisation sociale structurée et d'un pouvoir fort pour la diriger. Bien qu'ils aient érigé ces structures prodigieuses, les cités de Caral demeurèrent enfouies durant plusieurs millénaires. Et même lorsque les chercheurs abordèrent la région pour la première fois, il fallut encore des décennies pour qu'ils mesurent réellement son importance. Les ruines étaient déjà connues dès les années 40, mais ce n'est qu'au cours des années 90 qu'une étude d'envergure leur fut consacrée. Si elles furent ignorées si longtemps, c'est que leur architecture, d'une perfection saisissante et de proportions colossales, paraissait trop moderne. Erreur totale, selon toute vraisemblance. En 2001, les analyses confirmèrent enfin que Caral représentait la plus vieille civilisation connue du continent américain. Les archéologues estiment que cette société s'étendit d'environ 3000 à 1800 ans avant notre ère. Durant 4 millénaires, elle prospéra dans un isolement presque absolu, sans jamais, semble-t-il, rencontrer d'autres civilisations. Cette solitude pourrait expliquer sa réputation de peuple pacifique. Les chercheurs n'ont trouvé aucune trace de conflit, ni fortification, ni armes, ni signes de combat. Au contraire, leur culture semblait orientée vers le commerce et les plaisirs. Ils avaient un goût marqué pour la musique. Dans l'un des temples, les fouilles ont révélé 32 flûtes taillées dans des os d'oiseaux. On ne peut qu'imaginer la sonorité douce et étrange qu'elles devaient en produire. Les Caral vivaient le long de 3 cours d'eau, la Fortaleza, la Pativilca et la Sup, tout comme la cité récemment mise au jour de Pénico. Cette ville oubliée fut bâtie sur une terrasse naturelle à quelques 600 mètres d'altitude. Et non, ce choix n'était pas dicté par le goût du panorama, mais par un souci de sécurité. La hauteur les protégeait des crues, puisque le site s'étend parallèlement à la rivière Sup. Ce n'est qu'après 8 années de fouilles que sa splendeur fut pleinement révélée. Les chercheurs y ont recensé 18 structures, comprenant temples, complexes résidentiels, ainsi qu'une vaste place circulaire. On y trouve aussi des salles cérémonielles érigées au sommet de vastes plateformes à degrés, reliées par des escaliers, des cours et des murs finement agencés. Ces constructions remplissaient à la fois un rôle pratique et symbolique. Elles constituaient le cœur vivant de la cité, le lieu de rassemblement pour les rituels collectifs. À l'intérieur de l'un de ces édifices, les chercheurs ont mis au jour des sculptures en argile brute représentant des figures humaines, des animaux et des objets sacrés. Ils y ont aussi trouvé des outils de pierre, broyeurs, pilons et marteaux. Vous vous souvenez qu'ils étaient amateurs de musique, n'est-ce pas? Eh bien, les archéologues y ont également trouvé des pututus, sortes de trompettes archaïques taillées dans d'immenses coquillages venus de l'océan Pacifique. Si l'on observe la carte, un détail saute aux yeux. Pénico se situe bien plus à l'intérieur des terres que les autres cités de Caral découvertes jusqu'ici, et cela n'a rien d'anodin. Son emplacement répondait à une logique purement stratégique, ce qui lui valut le surnom de « cité de l'intégration sociale ». Selon une hypothèse, Pénico aurait joué un rôle essentiel dans le commerce de l'hématite, un minéral utilisé depuis l'Antiquité pour produire un pigment rouge très recherché. À cette époque, c'était un bien de prestige.
La cité aurait ainsi servi de relais entre les villages côtiers et ceux des hautes terres de Supé et Uara, échangeant sans doute l'hématite contre du poisson et des coquillages venus du littoral. Mais la grande question demeure, qu'est-il advenu des habitants? Pourquoi Pénico fut-elle totalement abandonnée après des millénaires d'occupation? Le mystère reste entier. Plusieurs théories cherchent à expliquer la disparition de la civilisation Caral-Sup et l'abandon de ses principales cités. L'une d'elles, dite hypothèse maritime, suppose que les premières sociétés se développèrent d'abord sur le littoral, vivant surtout de la pêche, avant de migrer vers l'intérieur des terres. Selon cette idée, les villes côtières auraient été désertées au fil du temps. Mais cela cadre mal avec Pénico, qui se trouve bien trop loin du rivage pour être considéré comme une cité maritime. Il demeure donc difficile de déterminer ce qui s'est réellement produit. Dans leur cité principale, les archéologues n'ont trouvé aucune trace d'un cataclysme majeur, ni tremblement de terre, ni inondation, ni destruction soudaine. Il en va de même pour Pénico. Aucun signe n'évoque un événement unique ayant causé leur disparition. L'explication la plus vraisemblable serait un changement climatique. Une modification durable du temps aurait entraîné de longues sécheresses, dévastant les cultures et contraignant les populations à fuir leurs villes, comme ce fut le cas, bien plus tard, en Mésopotamie du Nord. Peut-on l'affirmer avec certitude? Pas vraiment. Il est bien plus probable que le déclin de cette civilisation résulte d'un enchaînement de causes multiples. Des tensions internes liées au pouvoir ou à la gestion de la société ont peut-être aussi joué un rôle, mais l'archéologie ne peut en apporter la preuve directe. Quoi qu'il en soit, la découverte de Pénico reste capitale. Elle offre de précieuses pistes pour comprendre les difficultés rencontrées par la civilisation de Caral avant son effondrement. Pourtant, nombre de ces mystères demeurent encore enfouis, et les chercheurs ont toujours fort à faire pour percer les origines et l'évolution de ce peuple fascinant. Si vous souhaitez découvrir Pénico, voici une bonne nouvelle. Le site est désormais ouvert au public. Il se trouve à environ 4h30 de route de Lima, accessible en véhicule particulier ou par des circuits touristiques. Certes, le trajet n'est pas de tout repos, mais les paysages grandioses en valent largement la peine. Et si vous ne pouvez pas vous envoler jusqu'au Pérou, inutile de vous décourager. Un musée virtuel consacré à Caral est disponible en ligne pour les hispanophones. Ce parcours numérique propose 10 salles thématiques retraçant la naissance de la civilisation, agrémentées de photographies, de vidéos et d'infographies. L'expérience est immersive, presque vivante. Bien sûr, rien n'égale la sensation de se tenir sur le site même, mais elle permet déjà d'entrevoir le monde de la plus ancienne civilisation connue des Amériques.